Qui s'est illustré sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'Antoine Griezmann. Que lui est-il arrivé à ce pauvre Griezmann? Pauvre Grisou, notre attaquant français a publié hier dans la soirée une photo sur son compte Twitter dans laquelle il apparaît déguisé en basketteur noir. Alors ceux qui l'ont pas vu vont le découvrir notamment sur A23 cette photo. Alors effectivement il s'est grimé, il a une coupe afro, la peau peinte en noir et il voulait ressembler à un basketteur des Harlem Globetrotters puisque c'était le thème de la soirée. Alors tout de suite, un torrent de critiques sur Twitter, accusations de racisme, à tel point que Antoine Griezmann a été obligé ensuite de présenter ses excuses. Le blackface, au mieux c'est maladroit, au pire c'est raciste, lui faisait remarquer. Il a dit écoutez, je suis désolé, si j'ai choqué, je m'excuse. Alors, dans un premier polémique inutile. Dans un premier temps, Griezmann avait écrit Calmos, les amis. Je suis fan des Harlem Globetrotters de cette époque. C'est un hommage, point d'exclamation. Et puis ensuite, devant l'ampleur prise par le scandale, il a dit je reconnais que c'est maladroit de ma part. Si j'ai blessé certaines personnes, je m'en excuse. Voilà ce qu'il a mis sur son compte Twitter. Alors, Joël. Je suis partagée sur cette polémique. Pourquoi ? Parce que le blackface ça vient des États-Unis en fait. Le fait qu'on soit choqué par ça, c'est très américain. Ça a été repris comme on reprend pas mal de choses de toute façon des États-Unis. Il y a un député britannique qui sur les réseaux sociaux a engueulé Antoine Griezmann. Oui, donc ça a été repris par les Noirs français parce que effectivement on a le regard qui est toujours tourné vers les États-Unis et notamment vers l'histoire noire américaine. Parce que ici, c'est vrai qu'il y a un déficit en termes d'histoire. Qui n'est pas la nôtre. Qui n'est pas la nôtre. Donc c'est pour ça que je dis je suis mitigée de tout ça. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi quand tu te déguises en Harlem Globetrotter, tu es obligé de te peindre en noir. Enfin, le noir, c'est pas un déguisement, c'est une couleur de peau. Moi, je me suis déjà déguisée à l'occasion. Le déguisement jusqu'au bout, quoi, si tu veux. C'est ressembler le plus possible à son idole. Je me suis déjà déguisée, par exemple, en Madonna, et je me grime pas en blanche. Madonna, c'est un univers. Non, mais c'est un univers. C'est des bijoux, c'est une façon de s'habiller, c'est autre chose. Donc, il aurait très bien pu porter son maillot, à la rigueur, la perruque afro, mais le déguisement, se peindre le visage en noir, c'est pas un déguisement. Et est-ce qu'il faut s'interroger ? C'est la ressemblance, si tu veux. Oui, mais il faut s'interroger sur pourquoi est-ce que tu penses que la couleur noire est un déguisement. C'est pas aux gens qui s'insurgent, à qui on doit poser la question pourquoi vous vous insurgez. C'est à lui, c'est aux personnes qui font ça. Il faut qu'elles se demandent pourquoi est-ce que tu penses que se peindre en noir c'est un déguisement. C'est là la vraie question. C'est tout. Mais sinon, le blackface, moi j'ai pas été hyper choquée parce que c'est une polémique qui vient des États-Unis et qui a été reprise. Je serais plus crédible en Harlem Globetrotters si je vais jusqu'au bout. Mais on le comprendra très bien si tu as une perruque et que tu es habillé avec un maillot des Harlem Globetrotters, je pense. Mais il n'y avait pas de racisme. Mais c'est pas, on peut pas coller le mot racisme partout. Il y a une espèce quand même, Joël, d'hypersensibilité ethnique, colorimétrique, comportementale dans ce pays. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas standard, tout ce qui n'est plus dans la norme est l'objet de critiques permanentes. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y avait une démarche de caractère raciste. Moi, je ne l'ai pas pris comme non plus une démarche de caractère raciste. J'ai trouvé ça plutôt drôle, plutôt sympathique. Il m'est arrivé de me déguiser aussi comme tout le monde et je me suis jamais posé autant de questions. En revanche, je m'interroge sur cette hyper-réactivité de la société française et sur cette espèce de flux de boue qui sort des réseaux sociaux aujourd'hui, souvent caché dans l'anonymat de Twitter ou de quelques autres. Des gens se lâchent, ne peuvent plus s'exprimer de façon incarnée, donc le fond derrière des pseudonymes, avec beaucoup de violence, finalement, beaucoup plus de violence qu'il y a dans ce qu'ils dénoncent eux-mêmes, si tu veux. Donc, je trouvais que c'est quand même une hyper-réaction, une surréaction. Moi, je suis agacé en permanence par des petites polémiques qu'on peut trouver vraiment à droite, à gauche. Je veux dire, qui n'a jamais fait un déguisement ? Il s'est même pas déguisé, il s'est littéralement métamorphosé, Antoine Griezmann, c'est tout. Je veux dire, on va pas aller... il n'aurait pas dû faire la photo, en fait, c'est ça. Bah oui, à la limite. Non, mais c'était un domaine privé, à la limite, voilà, pas de photo. Mais je veux dire, quel est le problème d'aller enfiler un super déguisement ? Ben voilà, il est fan. Mais oui, mais il est fan. Je crois pas que la démarche est raciste. Moi, quand j'ai vu écrire racisme, je me suis dit bon, faut se calmer un peu. Et je crois pas que la démarche soit raciste. Maintenant, ce que je dis, c'est que c'est pas à ceux qui se sentent offensés de se poser la question, c'est de se demander pourquoi est-ce que la couleur noire est un déguisement pour certains. Pourquoi est-ce qu'elle est un déguisement ? C'est pas un déguisement. Pourquoi on le prend comme déguisement ? Il se métamorphose tout simplement. Mais si, moi quand je me suis déguisé au tout début en Michael Jackson, et au début j'étais pas comme ça. Je me suis mis un peu gris parce que Michael Jackson, voilà. Non mais c'est vrai en plus. Pour pousser la ressemblance. Mais voilà, totalement. Et puis, excusez-moi, mais la plupart des basketteurs américains sont noirs. Sont noirs.
Mais voilà, donc pourquoi il va pas se métamorphoser en or? Les Harlem, en tout cas, ils le sont. Mais voilà, mais enfin, je veux dire, on parle d'une évidence. On parle d'une évidence. Pourquoi on va critiquer quelqu'un qui pousse au final le déguisement d'une soirée jusqu'au bout? Il se maquille, il enfile une super perruque avec son ballon de basket et là, apparemment le maillot original. Mais je trouve ça génial. Je veux avoir le même déguisement. Voilà, c'est tout. Pour répondre à Pascal, il va quand même falloir s'attendre à pas mal de polémiques. Pourquoi? Pas parce qu'elles sont illégitimes ou imaginaires. Tout simplement parce qu'en fait, je pense que la génération de nos parents, donc ceux qui sont arrivés, que ce soit du Maghreb ou d'Afrique noire, peu importe, n'avaient pas le temps de s'intéresser à tout ça. Ils allaient travailler, ils rentraient à la maison, et tout ça, ça les intéressait pas. Et là, on passe à une autre génération. Aujourd'hui, ils travaillent plus? Non, c'est pas ça. Mais là, on passe à une autre génération, une génération qui est née ici et qui demande de la reconnaissance, qui demande pas. Nos parents, ils se cachaient un peu. Ils se disaient bon, on est là pour travailler, faut faire attention, pas trop de bruit surtout. Enfin, moi, mes parents, c'était un peu comme ça, chute, voilà. Oui, mais Joël, ce que je voulais te dire. Et la reconnaissance en tant que... Et là, on demande, voilà, nous, on est nés ici et on demande une reconnaissance, on demande à être intégré comme n'importe quel Français. Et donc, ça surprend et ça choque parce qu'en fait, on n'a pas eu l'habitude avec les anciennes générations qui étaient là, qui étaient un peu soit cachés dans les bidonvilles ou dans les cités, qui travaillaient, qui rentraient, qui étaient des fantômes. Est-ce que tu, bon, on n'est pas de la même génération, mais qu'importe, est-ce que tu te rappelles d'une période où la société française était peut-être un peu plus détendue, un peu plus conviviale, où on pouvait raconter des histoires sur les Noirs, sur les Juifs, sur les Auvergnats, sans que ce soit immédiatement interprété sur comme les femmes. Un racisme, sur les femmes, sur les gros, sur les chauves, tu vois. Et ce matin, Jean-Jacques Bourdin rediffusait des extraits d'humoristes des années 80, 70, etc. Mais moi, j'adore tout mais ça. aujourd'hui, et les gens qui téléphonaient disaient, c'est exactement ce que j'ai ressenti, il serait impossible de faire ça aujourd'hui. Les Desproges, les Louis Régaud, les Coluche, les Thierry Leluron, etc. Tous ces types, Michel Leb qu'on recevait la semaine dernière, ce type-là n'aurait plus cours aujourd'hui. Il serait devant, il serait dans une situation de procédure. Non, tu peux le faire sur scène. Mais jamais à la télé, c'est autre chose. En fait. Olivier, est-ce que tu ne crois pas qu'on est un peu trop dans l'attention? Moi, je pense moi, je suis pour la liberté d'expression et je trouve qu'on est effectivement dans une censure du politiquement correct. On a fait la discussion sur Tex, la blague était nulle. D'ailleurs, lui-même le dit. Il est con, Tex, parce qu'il dit bon, je sais qu'il ne faudrait pas la faire, mais je la fais quand même. Donc là, tu te dis, le type, il a un truc qui va pas dans le cerveau. Mais de là à le virer, alors je pense que c'est un prétexte. Je pense qu'on voulait le virer et on se saisit de cela. Et il gagnera sans doute son procès au prud'homme. Mais voilà, effectivement, attention à la censure, attention à la bien-pensance, attention au politiquement correct. Après, on peut comprendre aussi que les gens soient choqués. Si Joël dit, moi, Griezmann, ça me... Ça m'a pas choqué plus que ça. Mais ça me trouve, je m'interroge quand même. Mais parce que c'est des gens qui sont légitimes, si tu veux, à ressentir quelque chose lorsqu'ils voient ça. La plupart des gens qui déversent la haine sur Twitter, c'est pas... Voilà, c'est soit des gens, au final, qui n'aiment pas Griezmann, qui n'aiment pas le football, et donc qui trouvent un superbe prétexte pour aller lui en mettre plein la gueule, pardonnez-moi l'expression triviale. Mais enfin, on est quand même, c'est vrai, dans un monde où il y a même un humoriste, et j'aimerais lui rendre hommage parce que je suis allé le voir sur scène, et qui ose ça, qui est Jérémy Ferrari, qui aborde absolument tous les sujets, et à la fin, justement, qui ose dire, moi, j'ai hésité à mettre des passages dans mon spectacle, et au final, je les ai mis parce que ça me semblait légitime de les mettre, et c'est pour se faire marrer. Il faut savoir se marrer un tout petit peu dans le mariage de Coluche et Thierry Leluron. Ça se terminerait aujourd'hui au tribunal correctionnel et dans les prétoires. Ce serait une affaire d'État. Tout est ridicule. Ou même ces sketchs sur les policiers, j'en ai entendu qui voient au commissariat et qui tabassent. C'est pareil. Non, mais oui, mais tu aurais toute la bien-pensance sur le dos de ces gens-là. Dans 1h30, les cadeaux à vous donner, des cadeaux high-tech, le Grand Noël RMC. Sont déboutés du droit d'asile doivent être aujourd'hui expulsés. C'est plus 14% d'éloignement. On voit bien aujourd'hui en France, nous avons 95 000 demandes d'asile par an. Ça veut dire une grande ville chaque année. Si évidemment nous accueillons tout le monde, nous ne pourrions pas accueillir dans de bonnes conditions. Et donc nous avons décidé de pouvoir accueillir celles et ceux qui sont réfugiés des théâtres de guerre, qui sont prisonniers politiques, mais en même temps d'essayer de mener une politique qui permettent que les migrations économiques soient gérées de manière autre. Vous avez entendu le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. De quoi s'agit-il ? C'est une circulaire du ministère de l'Intérieur qui doit permettre le déploiement d'équipes mobiles dans les centres d'hébergement d'urgence afin d'évaluer la situation administrative des étrangers qui y sont présents. Alors cette circulaire a été adressée au préfet mardi dernier. Elle participe de la ligne qui a été définie par Macron et qui est rappelée là par Gérard Collomb sur l'immigration. Meilleures conditions d'accueil pour les étrangers qui relèvent du droit d'asile, mais
plus de fermeté pour ceux qui doivent être reconduits dans leur pays d'origine ou dans le pays par lequel ils sont arrivés en Europe. Ça, c'est la loi qui l'ordonne. Le Secours catholique refuse ce tri entre les pauvres. Les gens auront peur de venir dans ces établissements si c'est pour être contrôlés par les policiers, et car il y aura forcément un risque de se faire interpeller. Plusieurs associations de lutte contre l'exclusion ont saisi le défenseur des droits Jacques Toubon, qui leur donne immédiatement raison. Alors, est-ce que ça vous choque de voir les services de l'État intervenir dans ces centres d'hébergement d'urgence? 3216 rmc.fr pour le dire aux grandes guerres. Alors, non, ça ne me choque pas. Et je dis, si les gens qui viennent en France pour y demander l'asile ont des droits, ils ont d'abord et surtout des obligations. Pardon de le dire. Eh ben oui. Pardon de rappeler un truc simple. On vient chez nous, on accueille les gens, ça ne leur donne pas des droits. Ça leur donne la chance de profiter du droit d'asile tel qu'il existe en France et qui doit être protégé d'ailleurs, mais ça leur donne d'abord des obligations. On ne vient pas en France chercher des droits. Nous ne sommes pas des marchands de droits ou des distributeurs de droits en France. Nous sommes un pays qui accueille, mais qui veut garder la maîtrise des flux migratoires. Maintenant, le débat peut être dépassionné très rapidement. L'OFPRA, l'Office français de gestion des migrations, et notamment celui qui gère le droit d'asile, explique aujourd'hui très simplement qu'entre le moment où un dossier est instruit et le moment où la décision est rendue, il se passe 4 mois. Mon point de vue, c'est que pendant ces 4 mois, il faut accueillir les gens dans des conditions de dignité très différentes de celles dans lesquelles on les accueille aujourd'hui. Je suis moi-même scandalisé, je vais donner ma position sur le principe, mais je suis en même temps scandalisé de voir qu'on traite les gens comme des animaux de rue. Comme des... Ouais. Vraiment. Donc, on instruit, si ces gens sont déboutés du droit d'asile, le lendemain, c'est pas le surlendemain, dehors, en dehors des frontières. C'est-à-dire l'application de nos règles dans ce domaine, des droits, oui, des obligations aussi. Maxime et Joël. Je trouve ça assez particulier qu'on puisse se demander la question si l'État doit intervenir dans la régulation des flux, mais bien sûr, enfin je veux dire c'est quand même la mission de l'État, c'est lui qui gère ses frontières. Maintenant on est quand même face aussi à... C'est précis, non, en fait, ce que les associations critiquent, c'est le fait de pouvoir recenser et contrôler les migrants à l'intérieur même des centres d'hébergement. Et je trouve ça totalement normal. Je veux dire, on ne va pas laisser des gens dont on n'a pas l'identité, dont on n'a pas la provenance, dont on n'a pas les intentions dans les centres d'hébergement. Il faut savoir quand même que l'an dernier, on a eu 91 000 personnes qui étaient sur notre territoire. Seuls 31 000 ont eu justement cette fameuse directive qui leur ordonnait de sortir du territoire. Et il y en a seulement 25 000 qui sont sortis. Donc on va faire le tri dans le centre, quoi, en fait. Oui, mais c'est normal. Il faut bien au bout d'un moment qu'on ait un endroit pour les regrouper et voir personne par personne qui peut ou non se rester en France. Enfin, je veux dire, je pense qu'on prenne conscience que notre pays ne peut malheureusement plus être la terre d'accueil qu'on a pu être. Voilà. Donc ça veut dire que dans les centres, tu vas voir débarquer les policiers ou les services de police ou autres. Les équipes mobiles, oui. Mais qu'est-ce qui choque? Excusez-moi. Moi j'essaie aussi de voir concrètement comment ça va se passer. Qui sont en fait des centres mis à la disposition c'est-à-dire tu vas faire quoi? Tu vas demander des papiers qu'ils n'ont pas, des... Mais oui, mais si tu veux, la situation... Une fois tu diras à telle personne, non, vous êtes là pour réfugié, chercher du boulot politique, vous cherchez du boulot, donc non, mais c'est pas ce moment-là que vous ça mettez de l'autre côté. Justement, j'essaie de comprendre comment ça va se passer. Joël Dagosseri, choqué ou pas alors? Pas tant que ça. Choqué par l'image, parce que l'image n'est pas belle. Des policiers rentrant dans un centre d'hébergement et venant contrôler. L'image est pas du tout jolie, c'est à regarder. Maintenant, je suis pour l'application du droit. Et le droit s'applique sur tout le territoire. Ouais. Les centres d'hébergement, c'est pas une ambassade. C'est pas un truc où tu peux pas rentrer parce que tu es sur un autre pays ou non, tu restes en France. Et c'est la même chose qu'on peut dire même dans les quartiers difficiles. Enfin, on doit pouvoir rentrer partout en France. Il n'y a pas un lieu où on peut pas rentrer parce que c'est un centre d'hébergement. Donc moi, je suis pas choquée par le fait qu'on aille contrôler des personnes sur le territoire français dans sa totalité. Maintenant, sur le droit d'asile, j'aimerais qu'on soit à cheval sur ce droit également.
de notre côté, c'est-à-dire qu'il y a encore des gendarmes qui n'appliquent pas le droit d'asile. Moi, j'écoutais un reportage sur France Culture il y a quelques semaines où on explique qu'à Briançon, donc dans les montagnes, du côté de Briançon, on abandonne encore des réfugiés en pleine montagne, des réfugiés qui se déclarent mineurs, alors que la loi dit que quand tu es mineur, en tout cas quand tu te déclares mineur, tu es obligé d'accueillir le réfugié pendant 5 jours, le temps qu'il prouve sa minorité. D'accord ? Pas toujours facile à faire. Ce qui n'est même pas appliqué, c'est-à-dire qu'ils auraient dû reprendre ces personnes, les héberger, et le temps qu'on prouve leur minorité. Mais c'est pas ce qui est fait. Donc, nous-mêmes, nous ne respectons pas le droit d'asile. Nous ne respectons pas notre propre droit. Donc, si on est dur avec les migrants, qu'on soit également ferme de l'autre côté dans le respect du droit. Moi, je trouve qu'on est dur avec l'État qui essaie de faire son possible pour accueillir dignement ces migrants. Quand on m'explique que démanteler un camp sauvage de migrants à Paris, c'est inhumain, moi je trouve ce qui est inhumain, c'est de faire dormir ces gens dans des tentes lorsqu'il fait 2 degrés et qu'il pleut à Paris. Et que l'État, finalement, arrive quand même à mettre des chambres à disposition. Ça nous coûte d'ailleurs très cher parce que c'est souvent des chambres d'hôtel ou les centres d'hébergement, mais qui sont visiblement déjà saturés. Et parfois, je trouve très ambigu le rôle de certaines associations qui bloquent l'évacuation de ces campements sauvages. Justement, nous sommes avec Florent Guéguin, qui est avec nous, directeur de la Fédération nationale des acteurs de la solidarité. Bonjour, monsieur Guéguin. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a de scandaleux dans cette circulaire du ministère de l'Intérieur, alors ? Ce qui est scandaleux, c'est qu'on demande aux associations caritatives et aux associations d'action sociale de participer, voire même d'organiser des contrôles d'identité, des contrôles de régularité du séjour des personnes sans abri qui sont hébergées dans nos centres. D'abord, je veux dire parce que Madame disait tout à l'heure, il faut respecter la loi. Mais aujourd'hui, la loi elle est très claire. Les associations et l'État n'ont pas le droit d'organiser le tri entre les personnes sans abri. Dit autrement, toute personne à la rue, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa situation administrative, a droit à un hébergement basique et à une aide sociale d'urgence quand elle est à la rue. Et c'est un principe fondateur de l'action sociale, c'est un principe qui est dans l'ADN de toutes les organisations caritatives qui ont fondé la lutte contre l'exclusion en France, et c'est un principe qu'on ne peut pas remettre en cause. On ne peut pas le remettre en cause, pour beaucoup de raisons. Bon, il y a ce principe légal, et aujourd'hui on considère que cette circulaire est contraire à la loi. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous saisissons le défenseur des droits dans un premier temps et que nous allons probablement saisir le juge administratif pour demander son annulation. Et puis il y a un principe aussi de réalité. Parce que monsieur disait tout à l'heure, oui, il ne faut pas laisser les gens dans des campements indignes. Bien sûr, vous avez raison, mais quel est le message que nous allons envoyer aux populations migrantes si on leur dit, écoutez, on vous propose un centre d'hébergement ? Enfin, on va vous contrôler et puis si vous n'êtes pas en règle, on va vous éloigner, on va vous placer en centre de rétention et vous ferez l'objet d'une mesure de police. Non mais monsieur, les migrants savent très bien, quand ils viennent sur le territoire, le migrant, il n'est pas naïf, il faut arrêter. Parce que le migrant, il prend des risques, mais il prend des risques en sachant très bien que quand il arrive, il n'a pas de papier et qu'il risque d'être contrôlé et qu'il risque une reconduite à la frontière. Ça, c'est la vérité aussi. Mais nous, si vous voulez, nous ne sommes pas contre les contrôles par principe. Nous disons que dans les lieux d'hébergement, dans les centres d'hébergement, qui sont des lieux de protection, d'action sociale, les personnes ne peuvent pas être menacées. Mais vous parlez d'urgence. En fait, il y a deux choses. Vous êtes là pour, effectivement, vous occuper en urgence de personnes qui sont fragiles, de les mettre à l'abri. L'État doit ensuite organiser les choses et les flux migratoires. Alors que l'on dit, on ne peut pas accueillir tout le monde, et donc il faut bien, à un moment donné, fixer des règles. Donc en fait, il y a deux choses en parallèle. On ne demande pas aux associations, si j'ai bien compris, de fliquer, puisque les flics seront là pour faire leur boulot de flic. On demande aux associations de continuer à accueillir en urgence, et puis derrière l'État doit mieux organiser, parce que visiblement ça ne l'est pas aujourd'hui.
Non, malheureusement, c'est un peu plus compliqué que cela parce que ces équipes mobiles vont demander au centre d'hébergement des listes, des fichiers de personnes avec leur situation administrative, vont demander à faire des contrôles des personnes dans les centres d'hébergement. Or, je rappelle que un centre d'hébergement, c'est un domicile. Que tout cela, d'ailleurs, n'est encadré par aucun juge. Ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire. Donc, on est au-delà de l'état de droit. Et puis, je veux insister surtout sur le fait que le message qu'on va envoyer aux personnes, c'est finalement n'allez plus dans les centres d'hébergement parce que ces centres vont devenir des pièges, des pièges à migrants. Et donc, si on veut augmenter le nombre de sans-abri, si on veut effectivement reconstituer les campements indignes à Paris ou à Calais, il faut surtout éviter ça. Il faut absolument éviter ça et il faut que les personnes qui sont dans le centre d'hébergement aient confiance. Il ne faut pas empêcher aussi les évacuations de campements, parce que